quitte pas son entreprise, on quitte son manager. Vous écoutez Manager Tout Terrain, le podcast qui explore les défis, les succès et les enseignements des managers pour améliorer vos pratiques. Je suis Simon Châtelain, directeur pédagogique chez MyConnecting, et ensemble nous allons partir à la rencontre de managers inspirants qui vont nous partager leurs conseils concrets et leurs expériences terrain pour devenir un manager plus efficace, humain et agile. Aujourd'hui, je reçois Théo Vassou, cofondateur de la startup Smart Renting, dont il a rendu les clés en 2024. On va revenir sur cette expérience de presque 9 ans, une expérience avant tout managériale et humaine, où il est passé de 3 à une centaine de collaborateurs répartis sur 9 agences, avant de devoir faire le chemin inverse sur une période de 6 mois. Pendant près d'une heure, on revient sur les challenges de l'hypercroissance, les challenges de l'hyperdécroissance, tout ça pour en tirer des leçons managériales. Bienvenue Théo. Merci beaucoup. Écoute, ravi de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire voilà, en quelques phrases? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Théo, j'ai 33 ans. J'ai toujours monté des boîtes, donc je suis actuellement en train de monter ma 3e boîte. Et la dernière que j'avais, c'était une PropTech dans l'immobilier que j'ai gardée 9 ans et qu'on a liquidée il y a 1 an maintenant. On va en parler après. Ouais. Mais voilà, là je travaille sur un nouveau projet plutôt dans le sport. Trop bien. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus après. Avec plaisir. En termes de nombre de personnes dans ta présente expérience, voilà, tu as managé jusqu'à combien de personnes c'était quoi, quelle taille un petit peu d'entreprise, vu que c'est principalement de celle-là dont on va parler? Alors sur la dernière expérience, sur Smart Renting, on a lancé l'activité en étant 3 potes d'enfance, on faisait tout nous-mêmes, et on est monté jusqu'à une centaine de salariés dans 9 villes différentes en France. Donc un management décentralisé qui n'était pas simple, mais qui était assez intéressant, challengeant. Ouais, super, on peut en parler, c'est génial. Et tu disais sur 9 villes, vous, votre activité en quelques mots, c'était quoi? Alors Smart Renting, nous, on était une agence immobilière, ouais. On légalisait la sous-location. C'est-à-dire que, en fait, on prenait des appartements de personnes en mobilité, locataires ou propriétaires, mais principalement locataires. On prenait les appartements en gestion, on garantissait les loyers quand ils s'absentaient et on s'occupait de trouver des sous-locataires. Et donc ça permettait à des locataires qui, par exemple, avaient un appartement à Paris, qui partait, on peut prendre l'exemple d'un étudiant qui partait 6 mois pour apprendre l'anglais à New York, ouais. Plutôt qu'il soit obligé de lâcher son appart ou de sous-louer illégalement, etc. Il nous donnait son appartement en gestion. Nous, avec l'autorisation du propriétaire, on sous-louait l'appartement, on lui garantissait son loyer quoi qu'il arrive et on s'occupait de le sous-louer sur des plateformes de courte durée, Airbnb, Booking, etc. Ouais. Voilà. Trop clair. Très très clair, oui. Effectivement, c'était un marché qui a été en forte ébullition ces dernières années. Donc là, tu viens de terminer cette aventure. Donc ça fait quelques mois, c'est ça? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, pile. Okay. Ça fait 1 an pile à 1 semaine près. Trop bien. Et effectivement, on va en parler, mais tu as eu une grosse phase d'hypercroissance et une phase d'hyperdécroissance, parce que finalement, l'entreprise est terminée. Donc on va pouvoir un peu parler de tous les enjeux que ça entraîne aussi d'un point de vue managérial et tout ce que vous avez vécu, quoi. Eh bien, avec plaisir. Avant de démarrer, ce podcast, il s'appelle Manager Tout Terrain. C'est quoi pour toi, au regard de ton expérience, justement un manager tout terrain? Eh ben justement, c'est déjà un manager qui va aller sur le terrain. Non, mais je pense que l'adaptabilité, en tout cas pour moi, sur mes différentes expériences, ça a été un peu la clé. C'est-à-dire être en mesure de aussi bien faire du terrain que de manager et que de piloter en ayant le recul nécessaire pour adopter la bonne stratégie. Ensuite, ça revient beaucoup aujourd'hui, on n'en parlait pas trop avant, mais l'intelligence émotionnelle, la manière de manager les différents profils de collaborateurs, c'est ultra important aussi. Et ensuite, je dirais la capacité à créer du lien. Je pense que, quelle que soit la taille de l'équipe, aujourd'hui, c'est pour moi, en tout cas, un bon manager, c'est une personne qui a une vraie capacité pour créer du lien et faire en sorte de le garder surtout. Ouais. Que ce soit sur 2 personnes ou sur 200 personnes, quoi. Ouais, carrément. Justement, l'interview, on va la dérouler un peu en 2 grandes parties principales. Il va y avoir cette partie gestion de l'hypercroissance que vous avez vécue et la partie hyperdécroissance, en tout cas voilà, décroissance que vous avez dû fermer, etc. Pour commencer sur cette première partie, c'est quoi les défis managériaux justement que vous avez rencontrés dans cette phase d'hypercroissance? Alors,
la chance qu'on a eue, enfin je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais c'est que l'hypercroissance a été sur une phase quand même plus longue que l'hyperdécroissance. Ok. Et ça permet quand même, enfin en tout cas ça permet d'avoir un luxe, c'est le luxe d'avoir le temps de mettre des choses en place. Et donc sur l'hypercroissance, comme je disais, on a commencé à 3, mais petit à petit, en fait, chaque profil qu'on recrutait au début, sachant qu'on était en fonds propres, il fallait absolument que ce soit le bon. On n'avait aucune marge de manœuvre sur le fait de pouvoir, un peu au début, bien sûr. de pouvoir se planter sur un profil. Et donc, l'enjeu qu'on a eu au début, c'était de créer une culture d'entreprise, déjà, parce que sur l'hypercroissance, c'est un enjeu qui est important pour nous, de créer une culture d'entreprise, de pouvoir s'appuyer sur des piliers aussi. Nous, les piliers sur lesquels on s'appuyait, c'est des personnes qui étaient au tout début auto-entrepreneurs chez nous, puis qui sont passées en CDI, puis qui ont eu de plus en plus de responsabilités. Et en fait, c'est devenu pour la plupart des city managers, donc des responsables dans les villes sur qui on pouvait s'appuyer pour être sûr que les process soient bien respectés, pour être sûr que la culture d'entreprise soit appliquée dans les différentes villes, etc. Donc, je dirais que l'enjeu numéro 1 sur l'hypercroissance, ça a vraiment été ça. C'était faire en sorte de créer une culture d'entreprise et essayer de garder cette culture d'entreprise même en ayant beaucoup de recrutement. Ouais. Et au début, vous pouviez vraiment vous appuyer sur ces personnes qui étaient presque des associés, enfin en tout cas qui étaient vraiment parmi les membres fondateurs avec vous, quoi. Ouais, c'est des personnes qui sont arrivées très rapidement dans l'entreprise, au bout de 6 mois peut-être. Ouais. Et on avait cette proximité déjà de par l'âge, parce qu'on était jeunes, jeunes founders, on a monté la boîte à 23 ans, donc en sortie d'études. Et les personnes qu'on recrutait, c'était des sorties d'études aussi. Ouais. Et donc même âge. Et surtout, on était pas 7 jours sur 7 ensemble, mais on bossait beaucoup et sur le terrain. Et donc, ils nous voyaient dans des situations compliquées. Et je pense que c'est ça aussi qui donne de la légitimité à des managers derrière. C'est le management par l'exemple, en fait, de montrer que quand on est dans la merde, c'est nous qui allons au front. Et donc, ça crée derrière, ça crée et de la confiance et de la légitimité. Ouais, et c'est la culture d'entreprise que vous avez créée autour de ça, quoi. Exactement. Et comment vous avez fait justement pour après continuer donc, les recrutements, quand ils ont dû s'intensifier, tout en gardant cet esprit, cet ADN d'entreprise que vous aviez créé? Alors c'était un peu plus compliqué déjà parce que on recrutait de plus en plus et pas forcément pour Paris. C'est-à-dire que les profils qu'on recrutait parfois c'était dans des villes et donc on les voyait pas forcément, même si pour nous c'était important qu'il y ait au moins normalement on faisait 2, mais au moins un des 3 fondateurs qui voit tous les CDI en entretien, quoi qu'il arrive. Et après on avait un process de recrutement qui faisait qu'on faisait aussi en sorte, une fois que toutes les steps avaient été validées, que la personne qui postulait puisse venir en after work et rencontrer l'équipe de l'agence sur laquelle elle intervenait. Donc ça permettait à la personne qui postulait de pouvoir voir un peu l'ambiance, voir les différents collaborateurs avec qui ça venait de bosser. Et de l'autre côté, ça permettait aussi de voir à l'équipe de voir la personne, de un peu voir l'ambiance, voir le mood. En after work, il n'y avait pas de pression, c'était souvent en dehors du bureau, donc l'idée c'était d'échanger et de parler un peu de l'actualité, des enjeux de la boîte. Et je pense que c'était valorisant des deux côtés, quoi. Ouais, super, ça permet de se projeter en fait dans la culture d'entreprise. Ouais, complètement. C'est clair qu'il y a une culture d'entreprise, après, c'est pas forcément simple de la garder tout le temps, quoi. Ouais. Tu disais qu'après le Covid, vous avez commencé à perdre l'ADN justement. Pour quelles raisons? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Je parlais des piliers avant qu'on avait, qui étaient avec nous depuis le début de Smart Renting, qui nous avaient vu du coup sur le terrain, qui nous avaient vu galérer, qui avaient vu à quel point on charbonnait. Donc on avait de la légitimité, on avait de la proximité avec ces personnes-là. Post-Covid, on a eu besoin de recruter très rapidement, puisqu'on est repassé d'une boîte qui faisait pas du tout d'activité et pas de chiffre d'affaires à une boîte, on est passé de 0 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en un an post-Covid, donc en 2022. Et on est passé du coup de 5 personnes à une quarantaine. Donc le recrutement est allé très vite. Et en fait, on n'avait plus ces piliers. C'est-à-dire que même si on a recruté des managers intermédiaires, des personnes qui, sur le papier, étaient plus expertes dans leur domaine, on avait complètement perdu notre culture d'entreprise qui était véhiculée par l'équipe de direction à l'époque, mais aussi par les fameux piliers dont je parlais, parce qu'ils avaient vécu 3, 4, 5 ans avec nous en amont, toutes les phases de galère, ils avaient des histoires à raconter, etc. Et donc, ça a été très compliqué de remettre une culture d'entreprise. Et ce qui était compliqué en onboarding aussi, c'est que nous, ça faisait, si je ne dis pas de bêtises, ça faisait 6 ans qu'on avait lancé Smart Renting. Ouais. On avait fait 4 ans, en gros, très compliqués sur le terrain, beaucoup d'opérationnels, etc. Et en fait, on avait réussi avant Covid à avoir une structure qui faisait que ça tournait, qu'on était vraiment dans du pilotage, dans de la stratégie,
l'ouverture de ville, on se projetait les ouvertures à l'Europe, etc. Et donc se remettre dans de l'opérationnel pur avec les équipes, ce qu'on aurait dû faire en fait post-Covid dans la relance, en fait on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Au début, on ne s'est pas rendu compte que c'était nécessaire. Et quand on s'est rendu compte que c'était nécessaire, déjà c'était un peu tard. Et surtout, on n'avait pas le courage. En vrai, on n'avait pas le courage de se dire, attends, en fait, on doit piloter et la stratégie aujourd'hui, mais on doit quand même se remettre dans de l'opérationnel pur pour accompagner les équipes. Et en fait, on a mal structuré, ou en tout cas mal onboardé, peut-être pas les bonnes personnes ou pas les bons profils. Et du coup, enfin, la mayonnaise a pas pris, quoi. Franchement. Ok. Ouais, parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, si on essaie de comprendre un peu la chronologie de l'entreprise, c'est que ça a grossi vraiment fortement jusqu'au Covid, c'est ça? Et c'est le Covid qui est venu mettre un frein d'arrêt. Exactement. En fait, le Smart Renting faisait 300% de croissance depuis sa création, donc entre 2015 et 2019. 2019. Fin 2019, on fait notre série A. On va lever des fonds pour terminer les ouvertures de nos villes françaises. Donc on en avait 8 à l'époque et on devait en avoir 10 en tout. Et ouvrir nos 2 premières capitales européennes. Et donc on était en hyper croissance, puisque l'objectif c'était d'ouvrir le plus rapidement possible des villes et en France et à l'international. Et de mars 2020, Covid, et donc là on se dit, bon, à l'époque en fait, comme tout le monde, on se dit, ok, bon bah c'est un peu lunaire ce qu'on vit, mais ça va durer 2 mois, de toute façon en mai on est déconfiné et c'est bon quoi. Et donc on gère, on bricole pendant 2 mois, on relance l'activité en mai, et en fait derrière quand on nous dit, bon bah on reconfine, deuxième vague, puis après on déconfine, mais en fait on reconfine, troisième vague, etc. En fait, on s'est très vite rendu compte que si on continuait comme ça, fin d'année, la boîte est fermée, quoi. Et donc il fallait qu'on prenne une décision. Je crois que tu me racontais en off qu'il y a même une agence que vous avez ouverte pendant quelques semaines, c'est ça, l'agence de Lille? Ouais, exactement. Ouais, c'est un bon exemple. L'agence de Lille, en fait. Donc nous, on ouvrait, chaque ville qu'on ouvrait, on ouvrait avec une agence dans le centre-ville avec pignon sur rue. Un peu comme une agence immobilière classique. Mais les clients pouvaient venir pousser la porte de chez Smart Renting, proposer leur appartement en gestion, etc. Et donc, Lille, on avait une agence dans le Vieux-Lille. On avait fait un peu plus de 2 mois de travaux. Et on a ouvert l'agence de Lille début mars. Et on a fermé l'agence de Lille, du coup, le 16 mars, quand on était confinés. Avec des recrutements, etc. Avec des recrutements, la city manager de Lille qui était venue en formation pendant longtemps à Paris dans l'optique de pouvoir ouvrir sa ville derrière, parce que c'était l'onboarding des city managers. Ils avaient justement la fin de leur formation, ils pilotaient l'agence parisienne, parce que c'était un peu la grosse agence de Smart Renting, et à partir du moment où on savait gérer Paris, on pouvait gérer d'autres agences, quoi. Et donc, elle était restée longtemps à Paris pour sa formation. Et au moment d'ouvrir son agence, on a eu le Covid. Et donc, on a ouvert l'agence 2 semaines. On a fermé l'agence et elle n'a plus jamais réouvert. Avec, du coup, d'un point de vue RH, c'est quoi? C'est licenciements? C'était chômage partiel à l'époque? C'était chômage partiel à l'époque parce que on ne savait pas si on allait reconfiner, déconfiner, etc. Donc, c'était chômage partiel. C'était pas licenciement pour l'agence de Lille parce que c'était des recrutements qui étaient en cours, soit qui étaient en période d'essai, soit qui n'étaient pas encore recrutés. Donc, c'était particulier. Mais oui, clairement, c'était mise en stand-by de l'activité complète. Surtout que chez Smart Renting, on mettait 1 an, grosso modo, pour rentabiliser une ville, pour faire en sorte qu'une ville soit rentable, quoi. Donc il y avait quand même de la perte pendant 12 mois. Ouais, forcément. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur la partie culture. Donc c'est l'ADN de l'entreprise qui a aussi pâti du Covid et de tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit on est en train de perdre notre culture? Alors il y a eu... oui, mais c'était lors de la relance, c'est-à-dire que c'était pas pendant le Covid qu'on a perdu notre culture. Pendant le Covid, au contraire, c'était mon associé Romain KMI qui était un peu happiness officer, quoi, des 3 fondateurs, c'était un peu lui qui s'occupait des trucs là, et on avait mis en place un Smart Club Med. Okay. Et donc c'était un channel sur Slack. Okay. Donc full visio, mais où en fait on avait un planning dans la semaine où on pouvait participer à plein d'activités qu'on mettait en place. Donc comme on avait des cours de langue par exemple, parce qu'on avait des équipes, on avait un Colombien, une Italienne, et donc il y avait des cours de langue auxquels on pouvait participer si on voulait apprendre des langues. Il y avait on avait un channel avec un concours Top Chef, donc je crois que c'était les jeudis, si je dis pas de bêtises. Les personnes cuisinaient, pouvaient envoyer une photo de leur plat qu'ils avaient cuisiné chez eux, etc. On élisait le meilleur plat, une sorte de petit concours comme ça. Il y avait un channel jeux vidéo, forcément. Il y avait un channel sport aussi, où en fait, 2 fois par semaine,
il y avait un des city managers qui était un grand sportif et donc qui faisait pendant 1 heure en visio un cours de sport à domicile. Et donc il y a les fameux aussi, les fameux after-work visio qu'on faisait tous pendant le Covid, quoi. Mais ça permettait quand même de garder une cohésion et de garder une petite ambiance. On continuait d'avoir quand même tous les lundis matins nos weekly pour faire le point sur où on en était. Donc là, c'était la gestion de crise, donc c'était un peu particulier, c'était moins KPI qu'en temps normal, mais on avait quand même cette cohésion. Et la cohésion, on l'a perdue quand on s'est séparé d'une grosse partie de l'équipe. Et surtout, la culture, on l'a complètement perdue quand on a recruté la nouvelle équipe qui est arrivée. Ouais. Donc, Vous avez dû vraiment tout renouveler en fait, c'est ça? on a tout, bah ouais, on est passé, on a renouvelé sur l'équipe historique de Smart Racing et des anciens, il nous restait 3 personnes quand on a relancé la boîte, Hmm. sans compter Ouais. les 2 fondateurs. Et est-ce que vous avez tenté des choses justement quand tu as vu cette culture voilà, qui s'effrite pour contrer enfin, voilà, la réalisation de oula, on est en train de perdre notre ADN et de ce qui nous caractérise? Est-ce que vous avez tenté des choses pour conserver ça? Ouais, bah en fait paradoxalement, on a mis beaucoup plus de choses en place pour les équipes post-Covid lors de la relance que ce qu'on avait avant. Et c'est là où on s'est dit qu'en fait, une culture d'entreprise, vraiment, ça se travaille sur le long terme. Et c'est pas parce qu'on faisait un after-work ou 2 after-work plus stylés par mois, un baby-foot, des trucs cool dans la boîte, qu'en fait, on recrée une culture d'entreprise. C'est long de créer une culture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans l'accompagnement aussi d'entreprises en croissance pour créer une culture. Et donc, on a mis plein de choses en place. On a mis donc des after-work, mais qui étaient différents. Avant, on faisait que des after-work. Avant Covid, on faisait que des after-work dans l'entreprise. Là, chaque mois, en fait, on en avait un dans l'entreprise et le mois suivant, un en extérieur de l'entreprise où on participait. Ça pouvait être, je sais pas, théâtre, ça pouvait être un spectacle, ça pouvait être aller, je sais pas, sur les quais, faire de la pétanque, des choses comme ça. Et donc, on a des after-work qui étaient externes et internes. Et plus de weekly. Et surtout, on a créé un comité de direction qu'on n'avait pas avant. Ok. Avec des managers un peu experts dans chaque secteur qui faisaient partie du comité de pilotage de Smart Racing. Super clair. Au niveau de l'onboarding, pour rester justement dans cette phase post-Covid, qu'est-ce qui a coincé justement dans ces nouveaux recrutements et dans ce nouvel onboarding que vous avez mis en place? Ce qui a coincé, je pense que c'est que déjà pendant les 2 ans où on est resté en stand-by, on a continué à développer des outils en interne. Et donc en fait, on avait des métiers qui étaient différents de ceux d'avant. Et pourtant, on a gardé les mêmes mode d'onboarding que ce qu'on avait avant Covid. Alors qu'en fait, les métiers avaient changé, les métiers avaient évolué, les process avaient évolué, etc. Donc il aurait peut-être fallu des onboarding différents de ceux qu'on faisait avant, plus adaptés exactement. Et ensuite, ça a été on avait besoin de recruter très vite et d'avoir des personnes qui soient opérationnelles très rapidement. Et en fait, on a pensé qu'elles allaient l'être, mais ce n'était pas le cas, quoi. On pouvait pas. Avant, un onboarding, on s'en rendait moins compte parce qu'on avait l'onboarding qui se faisait au siège, puis l'onboarding qui continuait en agence. Là, aujourd'hui, il n'y avait plus qu'un seul siège à Paris, il n'y avait plus d'agence, etc. C'était vraiment un siège. Et en fait, on faisait le même onboarding au siège, mais il n'y avait pas cet onboarding métier qui se faisait petit à petit derrière. Et donc, les collaborateurs se sont retrouvés un peu laissés à eux-mêmes trop rapidement, je pense. Et ce que je disais, c'est qu'on ne les a pas assez accompagnés sur la partie terrain. Et donc, ça a posé problème. Un accompagnement dans le temps, c'est ça qui manquait. Un accompagnement dans le temps et un accompagnement aussi sur le terrain, sur l'opérationnel, quoi. Ouais. Tu me disais que vous aviez mis des feedbacks 360. Ça, vous l'avez mis assez rapidement en place, c'est ça? Donc, dès le démarrage finalement de l'entreprise, dès que vous étiez un certain nombre? Alors, on ne l'a pas mis dès le démarrage, mais on l'a mis 2 ans après le démarrage, je pense, quelque chose comme ça. Et ouais, on essayait de faire en sorte de pousser les collaborateurs à les remplir, parce que ça, c'est pas quelque chose qui se fait de manière naturelle. Ouais. Mais c'était important pour nous d'avoir des feedbacks anonymes. Et c'est aussi grâce ou à cause, je pense que c'est plutôt grâce à ces feedbacks, mais qu'on a repris des formations en management pendant le Covid, justement. Moi, j'ai repris un Master SP en accompagnement des trajectoires professionnelles des collaborateurs, leadership, etc. Et donc, l'idée, c'est de s'améliorer aussi. En fait, nous, faut pas oublier qu'on a monté une boîte avec du monde, certes, mais aujourd'hui, on a monté une boîte à 23 ans. Nos techniques managériales, on les a appris en grandissant avec l'équipe, quoi. On n'a pas pris on n'a pas eu
de formation de manager ou quoi que ce soit en particulier, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que justement les feedbacks 360, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de manager? Est-ce qu'il y a eu voilà, des impacts, des évolutions, des choses qui sont ressorties en fait de ces évaluations qui vous ont permis d'ajuster des choses? Déjà, ça nous a permis de nous remettre en question sur certains points où on pensait qu'il n'y avait pas de sujet avec les équipes, où en fait on s'est dit, waouh, enfin, ouais, donc j'étais à 10 km de penser que moi il y avait un sujet sur. Si je prends mon exemple, il y avait des sujets qui remontaient sur la confiance que l'équipe pouvait avoir en ce qui me concerne, alors que pourtant j'étais des fondateurs, j'étais la personne à qui ils se confiaient le plus. Ok. Et donc en fait, paradoxalement, j'étais la personne à qui ils se confiaient le plus, mais il y avait certains feedbacks qui se disaient en fait on n'a pas confiance. Ok. Donc ce qui est un peu voilà, ce qui est paradoxal, mais du coup je me suis dit ok, bon, il y a forcément un truc à travailler là-dessus, il y a une raison pour laquelle il y a plusieurs fois le sujet de la confiance qui remonte, donc je vais essayer de bosser dessus. Il y avait aussi la communication, qui était, moi j'avais moins ce sujet de communication, mon associé il avait pas ce sujet de com où parfois il était pas très bon communicant dans ce qu'il disait, donc l'équipe pouvait se sentir agressée alors qu'en fait c'était pas forcément sa volonté derrière, mais c'est juste que la communication était pas forcément bonne. Et donc voilà, des trucs à travailler que sans ces feedbacks 360, on n'aurait pas eu le recul nécessaire pour se dire ok, bon, c'est important qu'on bosse sur tel et tel sujet parce que l'équipe a de l'attente où on n'est pas compétent là-dedans, quoi. Complètement. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, hein, mais pour ceux qui nous écoutent, les feedbacks 360, si tu peux peut-être l'expliquer en quelques mots à quoi ça correspond. Feedback 360, nous, alors je pense que chaque entreprise a des feedbacks 360 différents, peut-être. Nous, ils étaient vraiment orientés autour de notre équipe de direction et de nos métiers. Mais l'idée, c'est d'avoir des feedbacks anonymes. Nous, en tout cas, c'était comme ça qu'on les a fait, des feedbacks anonymes des collaborateurs sur plein de points, que ce soit le management intermédiaire, l'équipe dirigeante et la manière dont se sent le collaborateur dans l'équipe, que ce soit en tout début d'onboarding ou un collaborateur qui est là depuis 5 ans. Et voilà. Ouais. Et il y avait aussi, je crois, tu me disais, des parties plus organisationnelles qui sont remontées. Donc vous avez créé donc les Smart Monday suite justement à des feedbacks 360. Ouais, on a créé ce qu'on appelait les Smart Monday. C'est des weekly qu'on faisait différemment avant, mais où là on le faisait tous les lundis matins avec toutes les agences. Ouais. Parce que typiquement, ce qui est remonté dans les feedbacks 360, c'est qu'il n'y avait pas assez de communication inter-agence. C'était un sujet qui pour nous paraissait pas forcément pertinent, mais en fait, l'agence de Nantes, par exemple, communiquait jamais avec l'agence de Strasbourg, et en fait, ça les gênait qu'il n'y ait pas de communication entre eux. Alors que nous, aujourd'hui, il y avait la communication entre Strasbourg et Paris, la communication entre Nantes et Paris, enfin le siège, mais on ne pensait pas qu'il y avait besoin d'avoir une communication inter-agence, et c'est vrai qu'en fait, ça a été ultra pertinent parce qu'il y a plein de problématiques qui étaient rencontrées dans des agences différentes, et des agences qui étaient plus anciennes aussi que des agences qui venaient de se lancer. Et donc, c'était intéressant déjà que tout le monde puisse mettre des visages sur les différents collaborateurs partout en France, mais aussi d'avoir plus de transparence, surtout au niveau des KPI. Donc, on était vraiment transparent avec les équipes sur les objectifs, qui étaient décidés en board avec les fonds, et donc les objectifs à atteindre semaine par semaine, mois par mois, etc. Est-ce que dans cette phase d'hypercroissance, est-ce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres outils comme les feedbacks 360, est-ce qu'il y a eu d'autres choses comme ça qui ont été fondateurs pour vous permettre de gérer cette hypercroissance? D'un point de vue notamment managérial, de suivre comment ça se passe, peut-être de l'onboarding, ce genre de choses? Alors, ce qui a été ultra important, nous, c'est d'avoir on envoyait les KPI de tous les mois. Tous les mois, on avait un rendez-vous mensuel qui était plus gros que les weekly qu'on faisait, où on redescendait le mois qui avait été effectué, le mois à venir, etc., sur toutes les agences, et on prenait tout en compte. C'est-à-dire que ce qui était important pour nous, et là, c'était les fondateurs qui présentaient tous les docs, en gros. On avait toutes les équipes, et en fait, chaque KPI correspondait à certaines équipes, et tout le monde était mélangé, et il se rendait compte à quel point son métier à son échelle dans sa ville impactait les chiffres à l'échelle de Smart Renting France. Et ça a changé pas mal la partie cohésion et surtout la partie challenge, puisque les gens se sentaient vraiment concernés. Ils se disaient que celui qui gérait le pricing des appartements à Nantes, par exemple, s'il priçait mal ses appartements à Nantes, en fait, ça allait avoir un impact aussi sur le taux de marge qu'on pouvait avoir à Paris, Bordeaux, etc. en cumulé. Donc le fait de sensibiliser tout le monde à l'échelle du groupe, même si on était en management décentralisé, c'était important.
Et après, sur la partie onboarding, sur l'hypercroissance, non, je pense que ce qui était important, c'est que euh, le plus pertinent, c'était que les personnes passaient vraiment du temps avec les, les premières recrues Smart Hunting. Et donc, la culture de l'entreprise était vraiment partagée, quoi. En tout cas, ce que tu t'évoques là sur le suivi des KPI, c'est que ça vous a demandé aussi, vous, d'avoir un vrai suivi de la data pour permettre de la partager à tous et justement que tout le monde ce que tu évoques, c'est que tout le monde se sente partie d'un tout parce que mes actions ont un impact sur d'autres. Mais ça vous demande d'avoir une précision dans la data, quoi. Ouais. On avait la chance, pour le coup, on avait la chance d'avoir Thibaut, qui était sur la partie financière de Smart Renting, qui était vraiment à cheval, très carré et très à cheval sur tous les KPI de la boîte. Et donc, on avait des reportings qui étaient ultra quali et qui intéressaient tout le monde. C'était facile de le comprendre et c'était vraiment intéressant. Et puis, surtout, ça permettait de mettre tout le monde dans le même bateau. Souvent, on a souvent l'équipe en disant, bon voilà, il y a les fondateurs, ils ont des actions dans la boîte, etc., etc. Mais en fait, quand on leur montrait les objectifs qu'on était censé faire et ce qu'on avait réalisé et que la semaine d'après, on avait un board avec nos actionnaires, on leur expliquait que bah, voilà, là, on va se faire fumer dans une semaine. Et donc, ils se sentaient aussi voilà, ils se sentaient concernés par le fait qu'on avait fait un mois pas très correct, ou au contraire, on a fait un super mois, c'était top. Et en fait, l'équipe se sentait vraiment concernée par les enjeux et par le fait de réussir à performer. Et je pense que, en tout cas, moi, du vécu que j'ai, sans parler d'hypercroissance ou de décroissance, mais c'est que la culture d'entreprise passe par la performance. Et ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est super important, quand on a une boîte en performance, de travailler la culture d'entreprise. Parce que ça va permettre aussi, nous en tout cas, c'est ce qui nous a permis de plutôt bien gérer la décroissance. C'était une période qui était horrible et très dure d'un point de vue humain et managérial. Mais en tout cas, parce qu'on a eu cette culture d'entreprise qu'on a pu mettre en place en hypercroissance, la décroissance, franchement, c'est passé du mieux possible. C'est-à-dire quand on voit comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, tous les jours, je re-signe pour la manière dont ça s'est passé, quoi. Mais en tout cas, je trouve que c'est super intéressant tu vois, et comme message aussi à ceux qui nous écoutent, c'est sur la partie data, hein, que tu évoques, c'est finalement pour embarquer les équipes, pour être dans une vision, pour en fait aller aussi vers une construction de culture. Là, la data, elle avait un vrai rôle en fait, et c'est réussir à piloter cette data. C'est un truc qu'on en demande de plus en plus à certains managers en entreprise. Alors parfois c'est porté par les strates au-dessus, parfois non. Quand on est des PME, souvent on doit se débrouiller, mais en tout cas c'est aussi le management tend à aller vers beaucoup plus de suivi KPI, au-delà de juste, avant c'était un peu l'adage de la direction financière, quoi. Ah oui, complètement. Mais je pense que pour le coup, la période Covid, le sujet du télétravail, etc., a aussi accéléré ce côté data. Ouais. Dans le sens où piloter en remote, piloter à distance, aujourd'hui, la data, c'est voilà, c'est des chiffres, il y a des résultats à obtenir. Que la personne soit 5 jours en remote ou 5 jours sur place, à partir du moment où les objectifs sont atteints, quoi. Et voilà. Mais ça doit permettre de réussir à avoir. Pour ça, pour pouvoir dire ce que tu dis, effectivement, il faut avoir cette data suffisamment précise. Et typiquement, le sujet du télétravail que tu évoques, c'est un sujet sur lequel souvent il y a beaucoup de managers qui ont du mal à avoir accès à ok, qu'est-ce qui se passe pour mon collaborateur quand il est en télétravail? Est-ce que oui ou non il atteint ses objectifs? Parce qu'il y a un manque les objectifs ne sont pas toujours assez affinés. Ah mais c'est très compliqué, je pense. C'est très très compliqué d'aujourd'hui. Déjà, c'est très compliqué d'avoir des objectifs qui soient cohérents dans plein de secteurs. Déterminer des bons objectifs, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Mais oui, et aussi après, il y a plein de choses. Il y a la confiance en certains collaborateurs, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le télétravail, ça peut être un long sujet. Chez nous, c'était un gros sujet en tout cas. Ouais, c'était compliqué. On faisait partie des sociétés qui avaient une partie opérationnelle, terrain. Donc forcément des personnes qui étaient 100% sur le terrain, 100% au bureau, quoi. Et des personnes qui pouvaient être 100% remote. Et déjà, ne serait-ce que pour gérer, par exemple, pour gérer la cohésion d'équipe, les personnes qui doivent être 100% au bureau, elles ont du mal parfois à comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent travailler, mais partir... C'est une différence de traitement, quoi. C'est une différence de traitement. Et ça, pour des managers, je pense que c'est compliqué. Enfin, moi, pour en parler avec pas mal de potes entrepreneurs, c'est des gros sujets aussi chez eux, quoi. Avoir une boîte 100% remote qui est construite telle quelle, c'est facile. Avoir une boîte 100% présentielle qui est construite telle quelle, c'est facile. Nous, en l'occurrence, c'était une boîte qui était 100% présentielle, qui s'est adaptée sur du remote. Et c'est pas facile. Franchement, c'était compliqué. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques
que tu identifies sur, en tant que manager, comment t'expliques, ou quelles règles justement tu dois mettre pour le télétravail? Alors, non, enfin, je pense que ce serait prétentieux de dire que j'ai des conseils à donner là-dessus parce que nous, on n'a pas réussi en tout cas à créer un bon système à ce niveau-là. Et ce qui est compliqué, c'est que le management, c'est pas une science exacte, l'humain n'est pas une science exacte. Et en fait, il y a des personnes qui travaillent beaucoup mieux en télétravail, et en fait, il y a des personnes qui ne savent pas travailler en télétravail. Et à partir de là, c'est quand même très complexe à gérer. Après, moi, mis à part piloter de la performance, essayer de faire en sorte d'avoir des chiffres où en fait, si la personne elle est full remote et qu'elle doit atteindre ses objectifs, en fait, qu'elle les ait atteints le jeudi soir ou le vendredi soir, si toi tu as mis des objectifs en place et qu'ils sont atteints, à partir de là, c'est ok quoi. Ouais, bien sûr. Mais il y a plein de gens qui raisonnent pas comme ça. Il y a plein de gens qui raisonnent à la performance aussi, et s'ils les a atteints jeudi soir, c'est que les objectifs étaient passés haut, et donc la semaine suivante, il faut les mettre plus haut pour qu'ils aillent chercher. Donc, mais non, pour répondre à ta question, j'ai pas de best practice, j'ai pas de bon retour de la part de potes qui me disent le télétravail c'est facile, moi je travaille comme ça, comme ça, comme ça. La preuve, il y a plein de boîtes qui continuent le télétravail, il y a plein de boîtes qui sont revenues sur leurs règles, il y a plein de... Voilà, chaque semaine, de toute façon, il y a des grosses boîtes qui reviennent sur leur politique de télétravail. On a encore eu le cas là, de Société Générale la semaine dernière. Voilà. On est en juillet, au moment où on enregistre l'épisode. Donc, non, mais voilà. Donc, non, j'ai pas de... en tout cas, je pense que je suis pas la bonne personne pour donner une solution miracle au management en télétravail. Pas de solution miracle, de toute façon, comme tu l'as dit. J'interromps quelques instants cette conversation passionnante pour vous préciser que ce podcast est diffusé par MyConnecting. Chez MyConnecting, on accompagne vos projets de transformation en intelligence artificielle, management, RSE QVCT, mais également en soft skills, performance commerciale, bureautique et digitale et en langue. Le tout à travers un ADN pédagogique qui tient en 3 mots: hyper-personnalisation, accompagnement, performance. Retrouvez toutes les informations pour nous contacter dans la description. Donc ensuite, tu as vécu une phase d'hyper-décroissance. Donc elle est arrivée déjà à quel moment? Comment ça s'est passé? Alors nous, l'hyper-décroissance de Smart Renting est arrivée, donc 2020 Covid, comme on disait. On a gardé l'équipe en place, etc. quand il y a eu le premier confinement, parce qu'on pensait, comme à peu près toute la France, qu'en mai, on était déconfinés, que le Covid était derrière nous et que c'était fini. Pour l'anecdote, on a fait un board en fin décembre, qui était le board de clôture de l'année avec nos fonds d'investissement, et où il y a un des board members de nos fonds d'investissement qui nous a dit par contre les gars, pour vos objectifs, pour le budget l'année prochaine, est-ce que vous avez vu, il y a un virus qui traîne en Chine, etc. Machin. Et si tu te souviens, à l'époque, c'était l'époque où il y avait les grèves et surtout les gilets jaunes. Ouais, c'était... Voilà. Et donc, les gilets jaunes, nous, ça nous a énormément impacté, notamment à Paris, parce qu'il y avait 4-5 rues où c'était chaud, où il y avait 2-3 Porsche qui brûlaient dans la rue, mais tu prenais les médias à l'échelle mondiale, tu as l'impression que tout Paris était en flammes, quoi. Et donc, nous, on avait annulation sur annulation, et du coup, on avait un gros impact sur le taux de remplissage de nos appartements à cause des gilets jaunes. Et donc, au moment du board, les fonds nous disent... ouais, vous avez vu, il y a un truc en Chine et tout. Franchement, la petite grippe, là, on a estimé que ça allait pénaliser nos réservations de, je crois que c'était genre 1% l'année prochaine. Et donc là, 3 mois après, on ferme. Donc, donc ça, c'est vraiment exact. Donc, on a quand même gardé l'équipe. Mai, on a gardé l'équipe. On a essayé de bosser un peu l'été. Et en fait, la décision de mettre vraiment l'activité en stand-by, on l'a prise en octobre 2020. Donc, on a quand même un peu bossé l'été. On perdait trop d'argent, c'était impossible à gérer. Octobre 2020, et là on a décidé de fermer les agences, de rendre les bureaux, les agences avec bien sûr qu'on avait, rendre les locaux, et de mettre toute l'équipe en chômage partiel, parce qu'on n'avait plus d'activité. Et après forcément, donc déjà les premiers départs ont commencé à ce moment-là, parce que vu qu'on mettait les gens en chômage partiel sans qu'ils aient de visibilité, il y en a beaucoup qui voulaient bosser en fait, et donc ils commençaient à chercher d'autres boulots, etc. On n'avait pas de date du tout pour la relance de Smart Renting, c'est-à-dire que ça dépendait des 4e, 5e, 6e vagues, etc. Et il y avait très peu de visibilité à cette époque-là. Il y avait très peu de visibilité. Donc on a beaucoup de personnes qui sont parties dans la foulée presque, donc à partir d'octobre, novembre, voire qui cherchaient déjà avant parce que c'était trop... en fait, c'était comme nous, quoi. Il y a un mois où ils bossaient, un mois où ils étaient en chômage partiel, un mois où ils rebossaient et tout, c'était un peu instable. Et donc on a pas mal de gens qui sont partis à ce moment-là. Et après, les gens sont partis un peu au compte-gouttes. Il y en a certains qui
qui espéraient quand même qu'on relance la boîte, etc. Donc qui sont restés avec nous pas mal de temps, mais en chômage partiel. Et il y en a d'autres en fait qui ont très vite compris que de toute façon, il n'y avait pas de perspective de relance pour l'instant, et donc ils ont pris des boulots de leur côté. Et ce qu'on a mis en place, nous, c'est qu'on accompagnait chaque semaine. Au début, c'était chaque mois, après, c'était chaque semaine. On faisait des visios, donc les fondateurs faisaient des visios avec les collaborateurs pour comprendre s'ils souhaitaient rester, s'ils voulaient partir, et s'ils voulaient partir, quel type de job est-ce qu'ils souhaitaient, parce que on avait la chance d'avoir des fonds d'investissement qui étaient dans pas mal de startups, et notamment des startups qui recrutaient. Et donc, exactement, qui pouvaient nous replacer, qui pouvaient remplacer certaines personnes. Et donc, on a eu des personnes qui ont postulé dans d'autres boîtes directement, qui ont démissionné de chez nous. On a des personnes qui ont monté des boîtes aussi pendant la période du Covid. Et donc, voilà, on a eu différents départs, mais sur l'ensemble des départs, on n'a pas eu de licenciement. C'était que des départs volontaires. Que des départs volontaires. Ça s'est fait assez naturellement finalement. Ça s'est fait, ouais, assez naturellement. C'était quand même long pour nous, et surtout, c'était très dur moralement, parce que c'était des personnes qui avaient du temps à recruter, donc qui partaient là. Mais ça s'est fait, ouais, ça s'est fait quand même assez naturellement, et plutôt dans une bonne ambiance. Ouais. Donc ça, c'est à partir de 2021 et ça s'est accéléré sur la fin, c'est ça? Ça s'est géré entre octobre 2020 et je dirais ouais, milieu d'année 2021. Quoi. Milieu d'année 2021, on n'avait plus personne dans la boîte. Enfin, on avait uniquement l'équipe technique. Vous êtes passé de quasiment 100 personnes à un peu moins d'une dizaine. En du coup l'espace de 6 mois. mois. Ouais, voilà, ça. Ouais. Okay. Comment on vit ça justement humainement? Bien sûr pour le management, mais pour vous aussi les cofondateurs? Bah mal. Non, on vit ça très mal. D'ailleurs, il y a un des fondateurs, Romain, qui était je pense le plus proche de l'équipe, qui est parti suite à cette période-là parce qu'il était vraiment affecté par les départs. Et donc, on a continué l'aventure à deux après avec Thibaut, mais Romain est parti fin 2021. Il a quitté Smart Renting, mais ouais, je pense que ça nous affecte beaucoup, quoi. Ça nous affecte beaucoup, surtout que c'est ce que je disais, mais on a monté la boîte, on était jeunes. La plupart des personnes qu'on a recrutées au début, c'était des amis. Aujourd'hui, ils avaient le même âge que nous. On sortait faire la fête ensemble, etc. Donc, il y a et cet aspect professionnel où on se dit, ok, bon, bah, c'est des bons profils, on les a plus. Et l'aspect aussi personnel où, en fait, toute notre vie est chamboulée dans le sens où on passe plus les moments avec les mêmes personnes, etc. etc. Donc, ouais, c'était un moment compliqué. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, ma manière de recruter a changé et je mets plus de distance avec des personnes avec qui je peux bosser potentiellement qu'avant où il y a vraiment beaucoup de proximité. Quoi. Sur cette proximité, qu'est-ce que tu changes aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu changerais, tu vois, sur demain, tes futurs recrutements Bah déjà, j'ai vieilli, donc je pense que de base, la proximité, elle est un peu moins d'actualité. Mais non, je pense que peut-être un peu plus de distance par rapport au temps hors boulot qu'on passe ensemble. Quoi. Là, on faisait vraiment des soirées tout le temps ensemble, nous arrivait de partir en week-end ensemble, etc. Là, ce que je changerais aujourd'hui, c'est que je garderais une relation qui est beaucoup plus professionnelle, je pense, que ce qu'on avait avant, où en fait, il n'y avait aucune séparation entre le pro et le perso. Quoi. Aucune. Ce qui a permis à la fois de créer une ADN, mais qui a pu causer des difficultés par la suite, c'est ça? Complètement. Ouais, c'est sûr que c'est ça qui a permis d'avoir une super culture d'entreprise au début. Mais c'est ça aussi qui nous a énormément affecté quand on a dû se séparer des personnes pendant le Covid. Ouais. Au niveau justement de la communication et de la transparence qu'il y a eu pendant cette période de décroissance ou même cette période de flou, hein, Covid, comment vous avez justement communiqué? Comment ça s'est passé? Alors nous, chez Smart Renting, on a une politique de transparence, d'information, que ce soit sur les chiffres ou sur les prises de décision. Avec du recul, je pense qu'en période de crise, c'est pas forcément pertinent d'être totalement transparent. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites et d'autres qu'on doit garder pour nous. Quoi. Donc, comme par exemple qu'est-ce que je peux donner comme exemple J'ai pas d'exemple concret pendant le Covid en tout cas, mais je peux avoir des exemples là pendant la période qu'on a vécue avant de liquider Smart Renting, où on était dans l'incertitude d'une levée de fonds. Il y a un jour où on levait, un jour où on levait plus, etc. Et vu qu'on était très short au niveau du cash, on avait des incertitudes sur les dates auxquelles on allait payer les salaires. Et donc en fait, on a été transparent au niveau des collaborateurs à ce niveau-là, ça a fait flipper tout le monde, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais ça a fait flipper tout le monde, alors qu'en fait, nous, c'est juste qu'on n'avait pas l'info, quoi. On n'avait pas l'info, mais c'était un peu pareil pendant le Covid d'ailleurs, avec le chômage partiel. Il y avait des décalages entre les fonds qu'on avançait, les fonds qui étaient remboursés par l'État, etc. Donc on n'avait pas forcément toutes les infos. Et ouais, le fait d'avoir une communication
full transparente à ce niveau-là. Je pense que ça nous a plus causé de problèmes que d'amener de valeur. Oui, parce qu'au final, vous arriviez toujours à rattraper le coup, on va dire, à peu près en temps et en heure. Mais le fait de laisser un doute dans la tête des gens Ouais. créait beaucoup plus de stress finalement chez les collaborateurs qu'autre chose. Ouais, ça crée du stress et surtout ça faisait douter de la capacité de la direction à avoir la bonne stratégie ou à adopter voilà, prendre les bonnes décisions, etc. Là où en fait, je pense que c'est le quotidien de chaque entrepreneur de galérer par moment, mais c'est juste que c'est pas forcément bon de le dire tout le temps, quoi. Et est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites dans cette période de décroissance que tu identifies aujourd'hui, que tu n'aimerais pas forcément refaire si tu devais le refaire? Bah, avec du recul, c'est facile de dire qu'on a fait des erreurs à tel endroit. Après, quand on était la tête dans le guidon et en vivant la période, non, je pense qu'on a plutôt bien géré cette période de décroissance. Après, peut-être, mais ça c'est le recul, enfin aujourd'hui c'est le recul qui fait que je suis en mesure de dire ça, mais peut-être d'avoir plus d'écrits que d'oraux. Voilà, on a eu quelques soucis avec des échanges qui étaient purement à l'oral, et là où en fait avec des écrits ça nous aurait peut-être évité certains problèmes ou de mettre l'équipe de direction en porte-à-faux vis-à-vis de fonds ou vis-à-vis de collaborateurs, etc. Après, c'était je pense aussi notre jeune âge et notre inexpérience qui... Tu as un exemple de situation sur lesquelles ça vous a causé des torts d'être trop sur de l'oralité et pas assez de l'écrit? Ouais, j'ai un exemple sur le départ d'un city manager dans une ville qui, lui, en fait, nous a fait part en visio, donc à mes associés et moi, qu'il avait le souhait de quitter, de toute façon, enfin, il partait sur un projet, il montait une boîte, en fait, de son côté. Et donc, il avait pour projet de quitter Smart Renting. En fait, quand on a fait le point dans la foulée, parce qu'on voulait forcément maîtriser la communication sur des départs qui étaient importants comme ça pour nous, on a fait le point avec son équipe la semaine suivante, quelque chose comme ça. Et en fait, devant l'équipe, je pense que c'était pour pas se mettre en porte-à-faux, euh, il a nié le fait qu'il souhaitait partir, quoi. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où, Délicate. un peu délicate, où en fait, dans tous les cas, on fermait l'agence puisque il y avait le Covid, etc. Mais on fermait cette agence avec ce timing-là parce qu'on avait eu la semaine précédente la volonté du team manager de quitter l'agence. Et donc, ouais, c'était une situation qui n'était pas cool. Donc lui, c'est-à-dire que vous vous annoncez, vous dites, voilà, on va fermer l'agence. De toute façon, voilà, le team manager en fait part sur d'autres horizons. Et lui vous dit, oulala, non, moi pas du tout, voilà. j'ai jamais dit ça. Ouais. Et donc là, on se dit bon. Là, c'est qui a raison, qui dit vrai, et c'est sujet de confiance. Ouais, et puis c'est au final ceux qui sont impactés, c'est l'équipe. Enfin, c'est l'équipe de l'agence, c'est pas. Au contraire, quand on décidait de fermer une agence, c'était en échange avec le city manager, on essayait de maîtriser la com, d'expliquer pourquoi on fermait, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on ne peut pas continuer, etc., etc. On essayait de mettre sur des agences qui marchaient. Typiquement l'été, en fait, on a fermé d'abord les agences qui fonctionnaient dans le nord de la France parce qu'on était l'été et qu'on pouvait encore booker des appartements à Marseille, on pouvait encore booker des appartements à Aix-en-Provence, à Toulouse, à Bordeaux, etc. Mais par exemple, Lille, ce qu'on donnait comme exemple, ou Nantes, l'été, dans tous les cas, c'était des mauvais mois pour Smart Fencing. Donc, on faisait le choix de fermer des agences de manière stratégique pour pas cramer trop de cash. Et donc, quand on fermait une agence, c'était bien sûr qu'on échangeait d'abord avec le team manager pour lui expliquer la situation, pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'on fermait. Essayer de récupérer aussi des équipes sur d'autres agences, parce que nous, c'était l'objectif pour nous. Et là, du coup, ça s'est pas bien passé. Ok, est-ce qu'il y a une autre anecdote, voilà, d'autres anecdotes qui t'ont marqué dans cette période sur des anecdotes managériales, on va dire? Bon, franchement, j'en ai 1 milliard des anecdotes managériales, mais il y en a plein que je peux pas dire, je pense. Mais il y en a, ouais, il y en a quelques-unes qui ont marqué et qui ont marqué l'équipe, je pense aussi. Il y en a une qui s'était passée dans une de nos agences où en fait on avait un sales qui était excellent et on se rend compte au bout il y avait une carte bleue qui était disponible dans les agences pour notamment ceux qui géraient l'opérationnel pour qu'ils puissent acheter du matériel pour les appartements, etc. Et on se rend compte, je crois que c'était au bout de 3 jours, Thibaut qui me dit c'est bizarre, on a des retraits sur telle ville et tout. Donc bon, on se déplace, on va voir la ville en question. Et en fait, c'était le sales qui prenait la carte de la boîte pour retirer du cash tous les jours. Il retirait 1 000 euros par jour. Et en fait, il avait une addiction au casino, une addiction au jeu d'argent. Et donc, ouais, il a retiré autour de 3 000 euros, je crois, en tout, en 3 jours. Il s'est rendu compte qu'on s'était rendu compte de quelque chose, donc il n'est jamais revenu. Et en fait, Il a disparu du jour au lendemain. Il a disparu du jour au lendemain, injoignable, etc. Donc on l'a attaqué forcément
notre avocat, pour savoir ce qu'il en était, quoi. Et en fait, c'est genre 6 mois plus tard, c'est son frère qui est venu me voir au siège en me disant, bah, je suis désolé, on vient d'avoir accès à la boîte mail d'un tel. Il a une addiction au jeu d'argent. Nous, on avait déjà fait une croix sur les 3 000 euros. On s'est dit, bon, il s'est barré, on ne sait pas ce qu'il est devenu, machin. Et en fait, il a une addiction au jeu d'argent, donc je viens de rembourser. Ils nous ont fait un chèque, ils nous ont expliqué la situation, et voilà, quoi. Et genre, c'était assez dingue. Nous, on était tristes au début parce qu'en fait, c'était un super sales, et donc on était ultra déçus de voir que il était parti. Mais ça faisait partie des anecdotes qui nous ont marqué et qui ont marqué aussi l'agence. Et après, on avait plein d'anecdotes on faisait des after-work, et donc after-work, qui dit after-work avec une équipe plutôt jeune dit des personnes qui boivent un peu trop. Toujours le sujet en after-work, est-ce qu'on est dans le cadre du boulot ou est-ce qu'on est dans le cadre du perso. Donc pas mal de sujets un peu touchy là-dessus. Et voilà. Et d'autres sujets aussi plus compliqués en entreprise où là, notre enjeu c'était vraiment plutôt de défendre nos collaborateurs par rapport à des clients qui étaient véhéments ou des choses comme ça, quoi. Et ça, c'est des belles anecdotes. Ouais. Oui, il y en a certaines qu'on ne divulguera pas. Donc. Non. Ok, ça roule. Aujourd'hui, tu lances un nouveau projet, RIB. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur justement ce que c'est, ce que tu vas faire, comment tu vois aussi le développement de la marque? Ouais, je lance RIB. Alors rien à voir, puisque avant, j'avais 2 boîtes dans le service avant, dont Smart Renting, et là je lance un produit. Je développe une bière sans alcool pour les sportifs, une bière qui est, on va dire, spécialisée dans la récupération post-effort, récupération et performance. Donc c'est une bière sans alcool, une bière 0,0, qu'on a développée avec un labo dans le nord de la France. En fait, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les bières 0,0 du marché sont désalcoolisées avec un procédé chimique. Puis elles sont réaromatisées, on rajoute du sucre, etc. pour que le goût soit quand même bon. Nous, on a réussi à trouver une techno qui fait qu'en fait, on arrive à fermenter la bière sans que l'alcool se développe. Et donc ça permet de la sortir de manière full naturelle, très faible en calories. Voilà, moins de sucre, tout ça, ouais. Quasiment pas de sucre, très faible, donc faible en sucre, faible en calories. Et il y a 3 produits. On a une qui est une bière basique 0,0, donc elle a une goût de bière, une bière blonde classique. Il y a une bière qui est enrichie en protéines, donc il y a 10 grammes de protéines dans la bière, assimilée à 100%, qui est aromatisée, celle-ci est aromatisée mangue passion. Et il y en a une qui est enrichie en vitamines B, C et D, et qui est aromatisée citron vert, fleur de sureau. Et donc c'est des bières qui vont être distribuées dans des clubs de sport, donc pas que salles de sport qu'on peut connaître de manière classique, mais plutôt des endroits où il y a ce côté social après le sport. Ça peut être club de padel, tennis, golf, escalade, etc. Et dans de la grande surface, mais spécialisée, type Decathlon, Intersport, etc. D'accord, ouais. Voilà. Donc c'est un marché qui est ultra intéressant. C'est tout nouveau pour moi, parce que je ne suis pas du tout issu du produit et tout. Mais c'est assez fun de bosser sur un produit. Franchement, c'est assez cool. Trop bien. Et donc là, au niveau du déploiement, tu as un peu de visibilité sur les mois à venir? Alors là, déjà, on a déposé un brevet. Ça a pris 7 mois, alors je pensais que ça allait en prendre 1 ou 2, quoi. Et on est en train de terminer les recettes, là, donc en juillet, la date à laquelle on se parle. Et les produits finis seront dispo à partir de fin septembre, je pense, et la commercialisation officielle, je la ferai à partir d'octobre 2025. Trop bien. Hâte de goûter ça en tout cas. Si tu avais, pour clôturer un petit peu ce podcast, justement, si tu avais un dernier conseil pour un manager qui nous écoute, qui doit gérer une phase de croissance, ou d'hyper-croissance, ou alors une phase d'hyper-décroissance, voilà, si tu avais un conseil de chaque, ce serait quoi un peu ton dernier mot là-dessus? Sur la phase d'hyper-croissance, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de profiter de cette phase de performance pour cultiver la culture d'entreprise, la cohésion d'équipe et identifier aussi les bons managers, les personnes qui vont pouvoir servir justement de piliers dans le développement de la structure. Asseoir aussi, je pense, le poste soit du fondateur, soit du manager comme un poste de leader. C'est important. Moi, j'ai toujours ce sujet de essayer de leader par l'exemple, de donner l'exemple et tout. Et en phase de croissance et de performance, c'est le bon moment pour adopter le positionnement de leader et de personne qui va plutôt être inspirante vis-à-vis de l'équipe. Et phase de décroissance, paradoxalement, c'est aussi asseoir son leadership dans la phase de décroissance, puisque c'est là où c'est le plus compliqué. Mais, plus de situation de crise, quoi. Exactement. Mais donc, asseoir son leadership. Et après, c'est de l'empathie, quoi. Enfin, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute. C'est pouvoir essayer d'accompagner les personnes le mieux possible.
Et voilà, je pense. Trop bien. Bon, bah, merci beaucoup Théo d'être venu sur le Avec podcast. plaisir, merci à toi. Comment on fait si on veut avoir des infos sur toi, si on veut te suivre quelque part, sur quoi tu nous renvoies? Moi, LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif aujourd'hui. C'est aussi là où les boîtes que j'ai sont les plus représentées. Donc LinkedIn, c'est parfait. Eh ben écoute, on mettra de toute façon tous les liens dans la description. Super, merci beaucoup. Merci, salut. Salut. Merci d'avoir écouté Manager Tout-Terrain. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux pour le remercier. Ensuite, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Le podcast Manager Tout-Terrain est diffusé par MyConnecting, l'organisme de formation qui vous accompagne dans le développement de vos compétences transverses. Vous retrouverez dans la description toutes les informations pour nous contacter. Et moi, je vous dis à la prochaine.